Il est l'un des visages les plus célèbres de la philosophie, l'homme à la moustache sévère, au regard perçant, Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand par excellence. Pourtant, voici un secret qui change tout. Nietzsche méprisait l'Allemagne, il se rêvait polonais, aristocrate, exilé. Cette conviction intime, ce secret n'était pas un détail, c'était le feu qui a alimenté ses idées les plus explosives, des idées qui, tordues et trahies, seront un jour utilisées pour justifier les pires horreurs du XXe siècle. Comment en est-on arrivé là? C'est l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui dans le podcast du Double K. Dans les prochaines minutes, nous allons suivre la piste de ce secret polonais. Nous verrons comment il a influencé des concepts clés comme le surhomme et la volonté de puissance. Et puis, nous découvrirons le chaînon manquant, le personnage trouble qui a livré la pensée de Nietzsche à Adolf Hitler. Restez jusqu'à la fin, je vous révélerai une citation méconnue, une phrase que Nietzsche a écrite et que les nazis ont tout fait pour étouffer. Nietzsche, c'est un peu un paradoxe. D'un côté, un génie solitaire qui a libéré la philosophie, qui a appris à l'homme à se dépasser, à danser sur les abîmes. De l'autre, son nom est indissociablement lié à la barbarie nazie. Comment cet intellectuel, qui fustigeait l'antisémitisme et le nationalisme, a-t-il pu devenir le philosophe de référence du Troisième Reich? Le problème, il ne se trouve pas seulement dans ses textes, mais dans l'écart vertigineux entre l'homme et son fantôme. D'un côté, Nietzsche, le Polonais, qui écrivait « Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite ». De l'autre, son cadavre intellectuel, exhumé et maquillé, pour servir une idéologie de la haine. Notre histoire est celle de cette trahison, c'est l'histoire d'un détournement. Pour comprendre, il faut avant tout entrer dans l'esprit de Nietzsche. Il ne se contentait pas de croire en ses origines polonaises, il en tirait une fierté d'aristocrate. Il signait parfois ses lettres le polonais. Il voyait dans les Slaves une noblesse de l'âme, une force sauvage et créatrice. Il l'opposait à ce qu'il appelait la lourdeur de bière et l'esprit borné des Allemands. C'est ici, donc, que tout prend son sens, son concept le plus célèbre, l'Ubermensch, le surhomme. Ce n'est pas un super soldat blond aux yeux bleus, c'est une étincelle, c'est l'individu qui, tel un artiste ou un philosophe, brise les tables des anciennes valeurs et se crée lui-même. C'est l'idéal de l'aristocrate de l'esprit. Pouvez-vous le voir, ce n'est pas un hasard si cette figure de noblesse intérieure, libre et souveraine, ressemble tant au noble polonais de ses rêves, fier et insoumis. Et la volonté de puissance dans tout ça, ce n'est pas la soif de dominer les autres, c'est la pulsion de vie, la force qui pousse la sève dans l'arbre, l'idée dans le cerveau du poète, c'est l'énergie qui permet à cet aristocrate de se dépasser. C'est une philosophie de la libération, pas de l'oppression. Mais toute cette tragédie a son point de non-retour. Le nôtre a un visage, celui d'Élisabeth, la sœur de Nietzsche. Quand la folie a englouti Friedrich, Élisabeth est devenue un petit peu la gardienne de son temple et elle a décidé de le rénover. Méthodiquement, cyniquement, elle a trié, caviardé, réécrit ses notes, elle a trafiqué l'héritage de son frère comme on falsifie un testament, elle a vidé l'Ubermensch de son sens individuel pour le gonfler d'un sens racial, elle a aussi transformé la volonté de puissance en un simple manuel de domination. Et puis est venu le moment de la consécration macabre.
En 1934, les archives Nietzsche à Weimar, Elisabeth, maintenant une nazie fanatique, reçoit son hôte, Adolf Hitler. Je vous laisse imaginer la scène. Le dictateur, en costume civil, s'incline devant le buste de marbre du philosophe. Elisabeth lui offre, comme une relique sacrée, la canne de son frère. La photographie est prise, le mensonge est officialisé, le penseur qui vomissait l'antisémitisme et se rêvait polonais devient, par la magie noire de la propagande et la trahison d'une sœur, le philosophe officiel du Troisième Reich. L'étincelle individuelle était éteinte, on avait mis à la place une torche pour brûler l'Europe. Alors, que reste-t-il de cette histoire? Que les idées les plus puissantes sont aussi les plus fragiles. Elles ne sont pas à l'abri d'un falsificateur, d'un fanatique ou d'une simple photo. Le rêve polonais de Nietzsche, qui devait libérer l'individu, a été en fait utilisé pour enfermer des millions de personnes dans la pire des prisons idéologiques. C'est une leçon qui, aujourd'hui plus que jamais, résonne dans le bruit du monde. Alors, je vais vous demander, pensez-vous que certaines idées d'aujourd'hui subiront le même détournement? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si cette plongée dans les coulisses de l'histoire polonaise vous a passionné, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains récits. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi encore une fois le podcast du Double K. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une Egonia, et je vous dis à très bientôt. Do zobaczenia.